Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à vous toutes et tous. Vous êtes déjà 17 connectés. C'est un vrai plaisir de vous accueillir ce matin. Je m'appelle donc Alexandre Durin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le cofondateur de Sherry et Sobuzz et je vais commencer par donner la parole à mes co-intervenants. Patrice, pour commencer, on t'écoute. Bonjour tout le monde, je suis Patrice Lobignat, je suis le fondateur de la structure qui s'appelle E4Brands et je suis un conteur d'histoire qui aide les marques à mieux parler à leurs clients et à créer une relation évidemment émotionnelle avec eux. Voilà. Super, merci Patrice. Nous allons maintenant écouter Mathieu. Je t'en prie, présente-toi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, je suis Mathieu Valin. Je suis co-associé de Hello Réseau. Hello Réseau, c'est une structure qui accompagne les commerciaux ou la RH sur les réseaux sociaux. La partie marketing, on les accompagne peu puisqu'on est surtout focus sur la partie commerciale et RH, c'est-à-dire principalement sur LinkedIn, pour les faire monter en compétences et leur permettre d'être social sellers, c'est-à-dire des personnes qui vont réussir à vendre sur les réseaux sociaux, ou social recruteurs, des personnes qui vont permettre de recruter sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, merci Alexandre de cette invitation. On va pouvoir échanger avec grand plaisir sur justement ces deux pôles, social seller, social recruteur, comment on peut les mixer ensemble pour réussir. Et ça, c'est notre métier au jour le jour. Bon, à moi de me présenter. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Super content, un peu excité et un peu stressé, je vous avoue, parce qu'il y a quand même 88 inscrits. Il y a déjà 30 personnes connectées. C'est un moment important pour moi parce qu'on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement, c'est cette complémentarité qu'on a donc entre, d'une part, la marque employeur et le social selling. Et c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est un moteur de transformation. Voilà, j'en dis pas plus, je m'arrête là. On va tout le webinaire pour en parler. Je te remercie aussi, j'ai pas mal de clients Sherry qui sont inscrits aujourd'hui, qui sont venus vous écouter, Patrice et Mathieu. J'espère que ce soit Frédéric Martin, Michel Marchand ou autre, vous n'hésiterez pas à prendre la parole. Vous avez un bouton pour discuter, donc je vous invite à dire bonjour, dire qui vous êtes, dire comment vous vous sentez. Je vous invite à poser vos questions toutes et tous, éventuellement à lever la main. On a vraiment l'ambition de faire quelque chose qui nous permet de partager. Alors, pourquoi on s'est présenté dans cet ordre-là? Ce n'est pas un hasard. Je sais pas, on voit mes slides là, Mathieu? Ouais. Oui, oui. En fait, vous avez compris que Patrice est dans une mission très amont, enfin très amont, pas tant amont que ça, enfin amont et continue sur tout ce qui est stratégie de marque et de contenu. Voilà, il accompagne les entreprises dans ce domaine. Mathieu, vraiment dans ce qui est le déploiement, et vous verrez sur notre site, on a notamment un joli témoignage de pas E4Brands, Ultradan, pardon, avec qui on a travaillé, qui je crois est présent aussi aujourd'hui. J'arrive plus à suivre les inscrits, il y en a beaucoup là qui sont connectés. Et donc, nous, on arrive plutôt en mode éditeur de logiciels et partenaire. Effectivement, on accompagne quand même le déploiement. Mais je suis hyper content que Patrice et Mathieu, vous soyez là tous les deux, parce que ça montre vraiment la complémentarité de nos métiers. Et si j'avais une baguette magique, le monde, il serait comme ça, et on travaillerait ensemble tout le temps. Mais on sait bien que ce n'est pas toujours le cas. Bon, juste qu'on vous partage nos intentions, et après, je vais arrêter de causer, on va rentrer dans le vrai, entre guillemets. Nous, on a vraiment trois intentions. Évidemment, partager nos visions. On a notre ego qui va parler, on va exprimer toutes nos fiertés, toutes nos croyances, mais aussi de lancer des discussions, c'est quelque chose d'important. Donc, je l'ai dit dans la partie discussion ici de Zoom, mais aussi sur LinkedIn. Et puis, de créer du lien, c'est-à-dire que voilà, le but, c'est de rester en lien, de créer du lien, de voir si on a des choses à se raconter, pas forcément des choses à se vendre. Ce n'est pas le but, c'est surtout de créer du lien et de se développer les uns les autres. Et à la fin, eh bien, nous aurons trois petits cadeaux qui vous seront envoyés par mail. Un guide Hello Réseau, un autre guide Sherry et Patrice qui… Vas-y, je te laisse dire en deux mots ce que tu offres, Patrice.
Eh ben, moi, je propose à tous nos participants de leur réécrire un contenu en format histoire. Voilà, pour Voilà. voir la différence. C'est ambitieux. Je célèbre ton cadeau. Mathieu, en 2 mots, ton cadeau? Alors, mon cadeau, vous allez comprendre tout à l'heure ce que ça veut dire, mais en fait, c'est un livre blanc sur le social business model ou social recruiting model. C'est-à-dire, c'est une matrice qu'on a créée et qu'on déploie en atelier, mais on en a fait un livre blanc pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire, la stratégie de déploiement sur les réseaux sociaux. Voilà, et moi, je vous partagerai donc le guide Tout comprendre qu'on a coécrit sur LinkedIn, finalement, à 90 personnes dans le courant du fameux Covid confinement. Voilà, c'est parti. Donc là, on va attaquer les questions. Alors, peut-être pas forcément tout dans l'ordre, mais ce qu'on s'était dit, et je vais proposer à Patrice donc de commencer. Puisque le sujet, c'est complémentarité entre marque employeur et social selling, commençons par éventuellement redéfinir un petit peu la marque employeur. On t'écoute, Patrice, et on écoute vos questions, vos remarques dans la discussion. C'est parti. Oui, tout le monde sait ce qu'est une marque, enfin en principe. Hein, je fais du marketing depuis longtemps, une trentaine d'années, et je suis quand même surpris de voir qu'on n'a pas forcément, dans les entreprises où j'interviens, on n'a pas forcément la conscience de ce que la marque employeur ne se résume pas à poster des annonces et à faire une newsletter interne pour animer évidemment nos collaborateurs et les tenir informés. Il me semble que la marque, c'est ce qui nous réunit à travers une culture. Et c'est pour ça que ça me semble très important de reposer cette brique fondatrice au départ. C'est bien comprendre que la culture, c'est notre expression collective, notre expression commune. Et ce sont donc tous les collaborateurs qui participent et qui font cette culture. Donc, quand ils prennent la parole, ils ont besoin de savoir quelle est la ligne, quelle est la mission, bien sûr, de l'entreprise. Vous avez tous entendu parler du why de Simon Sinek et maintenant, vous savez tous que nous cherchons à exprimer notre mission. Mais ce n'est pas seulement la mission, nos valeurs, c'est aussi l'histoire que nous partageons. Et cette histoire, si elle est écrite d'une certaine façon et racontée d'une certaine façon par la marque vis-à-vis de l'extérieur, elle se constitue de la multitude des histoires des collaborateurs, des salariés de l'entreprise. Et c'est ça qu'ils ont envie d'exprimer et qui leur permet de se retrouver. Et donc, cette culture de la marque, elle est essentielle dans l'entreprise, et je dis bien dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, et pas seulement dans la communication extérieure en direction des clients ou des partenaires. Et c'est pour ça qu'on insiste sur l'idée que la marque employeur, elle a autant d'importance, autant de force, autant de puissance que la marque, on va dire, de communication, que la marque extérieure, qui s'adresse évidemment à des communautés plus larges, mais néanmoins, sa fonction dans l'entreprise reste extraordinairement intéressante. Et on le voit dans des entreprises où il y a une vraie culture. Alors, on a longtemps parlé de culture d'entreprise. Pour moi, on doit parler de culture de marque, y compris à l'intérieur de l'entreprise. Alors, évidemment, il y a une Est-ce que je peux te connotation demander marketing derrière ça. un exemple? Est-ce que tu as en tête un exemple concret? On a peut-être, alors peut-être que vous avez lu l'entreprise du bonheur, le livre écrit par il y a, je pense, une dizaine d'années maintenant, en tout cas, écrit par le fondateur de Zappos. Zappos, c'est une entreprise américaine qui vendait des chaussures et qui ensuite a été intégrée chez Amazon. Et elle a été rachetée par Amazon pour une seule raison, parce que c'était l'entreprise qui avait une culture, une culture client exceptionnelle, qui proposait une expérience client exceptionnelle à l'époque, mais qui avait aussi une vraie culture à l'intérieur. Et on peut retrouver des vidéos, d'ailleurs, je pense, sur YouTube, où on comprend que cette culture, elle se vit au quotidien. Les gens arrivent dans des espaces de travail qui sont… Alors, pour nous, c'est très exagéré parce que c'est très américain, mais pour nous, ça ne s'entendrait pas. Mais ils arrivent déguisés. Quand ils sont recrutés, ils signent
une sorte de 10 commandements de l'entreprise qui sont extrêmement forts, mais en même temps, c'est comme une, ça ressemble un peu à un bizutage chez nous, mais c'est extrêmement bienveillant. Et tout le monde a exactement les mêmes valeurs et les partage dans son expression quotidienne. C'est pas juste un truc comme ça qu'on a posé dans un petit document qu'on remet dans l'onboarding des salariés. C'est quelque chose qui se vit tous les jours, toutes les minutes. Oui, Super. Ben ça, tu voilà. vois, ça me ramène au webinaire qu'on a fait donc, au mois de décembre avec Bernard-Marie Chiquet et Benjamin Horn. Bernard-Marie Chiquet étant une personne qui déploie justement l'holacratie dans les entreprises. Et donc, quand je t'entends parler de Zappos, c'est vraiment à ça que ça me ramène. Oui. Des valeurs qui sont tellement alignées avec le métier, avec la façon de recruter, avec la façon de vivre au quotidien, en fait, que ça crée une vraie synergie du moment Oui, où tu rentres jusqu'au moment où tu décides même de sortir, en fait. oui, absolument. Mais Vraiment, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est que cette culture, elle se retrouve bien sûr dans l'expression de valeur, dans ce que nous vivons, mais elle se retrouve dans les histoires que nous racontons. Et c'est ça le lien avec le social selling je vais laisser Mathieu l'expliquer, mais néanmoins, c'est important de comprendre que l'expression de chacun forme l'histoire globalement et la culture de la marque. Et la marque employeur, elle est ce miroir de l'expression de tous les collaborateurs. j'ai envie de rebondir sur ton métier quand même, 2 secondes, raconteur d'histoires et de belles histoires, parce que, je reviens encore à toi et au précédent webinaire, ce que disait Bernard Marie, qui a quand même accompagné plus d'une centaine de boîtes là-dedans. Il disait en fait, il y a des sociétés dans lesquelles la raison d'être n'est pas écrite et pourtant elle existe. Bien Elle sûr. transpire, elle est présente. Et j'ai la croyance que le petit cadeau que tu proposes, tu vas avoir du boulot si ça se trouve. C'est Tant justement mieux. partant d'un fait, par exemple d'un texte qui décrit une boîte ou une offre d'emploi ou je ne sais pas quoi. Parce que je sais, tu m'as formé en fait. Je parle de ça parce qu'on l'a vécu, je l'ai vécu en vrai, tu m'as fait vivre cette expérience. Et que derrière, en fait, sans le savoir, derrière, il y a une histoire et ça peut créer un lien beaucoup plus fort et donc émotionnel et fort. Oui, c'est parce que c'est notre culture d'être humain d'avoir appris le monde à travers les histoires que nous nous racontons. Donc, c'est un mécanisme qui est dans notre cerveau et on sait parfaitement le décrypter et l'analyser aujourd'hui. Donc, oui, il y a des choses il y a des choses techniques, on va dire, à apprendre dans l'idée de raconter. Pardon. Mais il y a une facilité que certains peuvent avoir naturellement, et puis il y a d'autres qu'il faut former, encourager, et à qui il faut expliquer comment fonctionne cette histoire. Mais Bon, alors du toutes nos coup, histoires forment la culture. En fait, c'est ça que la culture, c'est ce qui nous rassemble à travers nos histoires. merci Patrice. Ben, on va faire la transition. Du coup, alors imagine, Mathieu, que nous sommes dans ce monde idéal où chaque entreprise a trouvé finalement son ADN, sa raison d'être, son histoire et arrive à faire vivre complètement ses valeurs, sa mission, etc. au quotidien dans l'entreprise. Du coup, à toi le ballon pour nous parler de social selling. Ben oui, en fait, la transition, elle est naturelle. Patrice décrit effectivement cette entreprise qui doit se présenter son histoire. Moi, j'ai envie de dire, tout commence à ce moment-là. Tout commence parce que tout doit être transmis par les collaborateurs. Alors, on va parler après d'ambassadeurs au sens large. Moi, là, je vais faire un focus sur ceux qui ramènent de l'argent dans la boîte en tête de pont, ce sont les commerciaux. Et ces commerciaux, on les appelle aussi des social sellers dans notre jargon. Pourquoi ? Parce qu'on les transporte dans un monde virtuel, un monde qui est un monde social, virtuel, social seller. Qu'est-ce que c'est que le social selling ? En fait, le social selling, c'est tout simplement une transposition des techniques de vente dans un monde réel, dans un monde virtuel, qui est actuellement, je dis bien actuellement, principalement focalisé sur LinkedIn, parce que c'est là où on peut s'éclater
en tant que personne et pas se cacher derrière un pseudo comme sur Facebook, Instagram. On peut trouver des personnes précisément, alors que sur les autres plateformes, c'est plus compliqué. Voilà pourquoi on parle de LinkedIn. Mais demain, peut-être que demain, il y aura, et j'espère, d'autres plateformes, l'arrivée du fameux métaverse dont tout le monde parle, où les gens vont peut-être pouvoir échanger d'une autre manière. Mais le fait est que derrière, ça restera un social seller, ça restera un commercial augmenté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce commercial augmenté ? Ce commercial augmenté, en fait, c'est quelqu'un qui doit faire comme un vrai commercial, mais encore plus fortement parce qu'il n'a pas les atouts de séduction qu'un commercial peut avoir dans la vraie vie. Là, il faut qu'il ait des atouts de séduction digitale, c'est-à-dire un petit peu plus aseptisé, entre guillemets, qui se transforme par de l'écrit, qui se transforme par des visuels derrière. Ça veut dire que derrière ça, il doit être dans une posture de transmettre, ce qu'a très bien dit Patrice, de transmettre les valeurs de l'entreprise, de transmettre cette histoire, de se l'accaparer. Alors, je sais que Patrice le transmet déjà aux équipes. Lui fait ce travail de transmettre aux équipes et nous, on récupère ça. Et on récupère ce travail ces transmissions de valeurs. Qu'est-ce qu'ils en font ? Alors, en fait, en tant que social seller, qu'est-ce qu'on doit faire ? En fait, on doit fonctionner comme dans la vraie vie, mais avec d'autres mécaniques. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est d'abord de LinkedIn ? LinkedIn, en fait, c'est un grand cocktail. C'est un cocktail géant. C'est comme si on était les uns à côté des autres, on serrait les mains. Dans un cocktail, on fait quoi ? Et ça, on le dit à chaque fois quand on fait des prêts. C'est très simple. Dans un cocktail, il faut être bien habillé. Mon profil. Il faut serrer des mains. Un contenu. Non, pardon, il faut parler. Excusez-moi. Il faut parler. Un contenu. Il faut avoir du monde autour. Une audience. Il faut serrer des mains. Une animation. Le social selling, c'est tout ça. Alors, vous allez me dire, « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Moi, je crois que le social selling, c'était simplement d'aller sur LinkedIn, je trouve un tel, je lui envoie un message, je dis « Bonjour, je suis Mathieu Valin, je vais vous vendre un truc, achetez-moi. » Non, ça ne peut pas marcher si vous faites ça dans la vraie vie. Imaginez votre positionnement en cocktail. « Bonjour, je suis Mathieu Valin, je vais vous vendre un truc. » Le mec fait « Oh, là, on est en cocktail, j'aimerais bien d'abord qu'on trinque et puis qu'on parle d'autre chose. » Et là, c'est pareil. En fait, le social selling, c'est tout simplement une manière de réseauter, la manière de réseauter digitale que vous avez oubliée parce que vous êtes passé sur le digital, tout simplement. C'est ça. Enfin, j'ai envie de rebondir. Si tu me laisses une place pour rebondir là-dessus, parce que là, il y a bien sûr. La substantifique moelle est posée, à mon humble avis. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on est… moi, c'est l'impression que j'ai quand je vois des gens m'envoyer des messages en mode on recrute, en mode on vend, en mode mais je t'ai rien demandé, moi. À ce moment-là, tu m'envoies un message, tu me dis que tu veux me recruter ou que tu veux me vendre un truc, alors que je suis plutôt en train de faire ma veille, de discuter avec des gens, etc., etc. Et donc, effectivement, je rejoins complètement cette métaphore du cocktail où on crée des liens d'abord et les choses se font naturellement par la suite. Et les algorithmes, on ne va pas parler technique, ce n'est pas une réunion c'est pas un webinaire sur les algorithmes, mais les algorithmes sont faits pour justement favoriser la mise en avant des contenus auprès des gens avec qui on a eu des interactions et des échanges. Donc, ta métaphore du cocktail est parfaitement mise en œuvre par ces fameux algorithmes des réseaux sociaux. Voilà. Alors, je sais qu'il y a Romain Petit là, qui nous parle dans les commentaires. Il dit on peut facilement faire le parallèle avec un CM qui doit gérer la relation client avec des outils du digital sans les avantages d'un face-à-face. C'est vraiment cette difficulté qu'on a de la coupure digitale. Et si je continue la métaphore du CM, du community manager, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, le community manager, si je fais une métaphore, LinkedIn, c'est un cocktail. Le community manager, il a la chance de gérer un stand dans ce cocktail. Une page avec écrit le nom de votre marque. Mais LinkedIn est principalement basé sur un cocktail. Vous avez tous vécu des cocktails. Oh, le stand, je vais y passer, puis à un moment, j'y passe, etc. Mais je vais d'abord discuter avec mes copains. Donc, si vous n'êtes pas là en tant que social seller ou social recruteur pour ramener du monde vers le CM, vers le stand, en disant viens voir mon stand, viens voir comment il est beau, ça ne marchera pas. Ça peut marcher un peu plus sur Facebook, Instagram, puisqu'un Facebook, Instagram, c'est plus un salon avec des stands.
voyez? C'est Et pas que le ça cocktail est marchera un peu moins pas. prestant. Mathieu, je vais pondérer ce que tu dis. Ça Non, marchera non, je suis beaucoup moins d'accord. bien. Ça marche On a un exactement. Non, témoignage, tu as raison. on a un témoignage de Complètement. Sami Nakache. Ça fait 4 ans qu'il a lancé son programme ambassadeur. Il est passé de 1 million de vues à 7 millions de vues. Il est content. Et derrière, on a d'autres clients. Je crois qu'elle est présente d'ailleurs, Michel Marchand, là, je la vois, de Nexity, qui eux ont aussi mis en œuvre une stratégie avec un CRM derrière. Donc, on peut mesurer la progression avant la mise en place de leur stratégie globale d'influence sur les réseaux et aujourd'hui. Aujourd'hui, Nexity, ils ont éclaté la concurrence sur les réseaux sociaux. Ils ont Oui, une oui. présence Alors, largement supérieure. oui, je suis complètement d'accord. Quand je dis ça ne marchera pas, je reprends mes Ça propos, marchera ça moins marchera plus fortement, en difficile. tout cas. Ça moins Si tu es fort juste tout seul, fortement. je reprends ta En fait, métaphore. Le mec qui est tout seul derrière son stand, il n'aura pas c'est ça. grand-chose. Et le gars qui a Voilà. 10 000 collaborateurs qui lui renvoient du monde Qui sur ramène son du stand. monde, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler l'acculturation de ces personnes dans un cocktail pour ramener des personnes, parce que les CM maintenant, ils sont formés à l'école et tout ça, ils savent tenir leur stand, le stand il est très très beau, etc. Ça tourne. Mais tu as raison, l'idée c'est un travail d'équipe. On va en parler après sur les profils et tout ça. Moi, le maître mot que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est un travail, les réseaux sociaux, c'est un travail d'équipe. Et d'équipe, on va le voir après, pas uniquement des équipes dans la boîte, ça peut être des partenaires, ça peut être plein de choses, des clients, mais c'est avant tout un travail d'équipe, comme dans un cocktail. Imaginez un cocktail où vous connaissez la moitié des personnes, un cocktail où vous connaissez une personne. Vous voyez la puissance de feu? C'est différent. Voilà, en tout cas, le social selling, pour boucler là-dessus, c'est ça. Et après, on parle de social recruiting, bien sûr, sur la partie recrutement, ce qui est exactement, on travaille les mêmes leviers, en fait. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de vendre une marque, on vend une marque employeur, et au lieu de vendre un produit, on se vend pour trouver des candidats. Super. Écoute, super. Merci, Mathieu. Donc, moi, j'ai l'impression que les bases sont posées. Donc, maintenant, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans la discussion ou des remarques, comme vient de faire Romain Petit ou Xavier Berge tout à l'heure, qui nous a apporté sa vision sur les stratégies de marque employeur. Donc là, maintenant, voilà, imaginons que nous sommes dans cette situation où on a envie de lancer cette stratégie sur les réseaux sociaux, mais on a d'un côté, je caricature, c'est volontaire, situation caricature, d'un côté les RH qui disent non, mais moi je veux toute la bande passante pour envoyer mes offres d'emploi et dire qu'on est les plus beaux et qu'on a un baby-foot et que la vie est belle chez nous, et de l'autre, le marketing qui dit non, moi je veux qu'on parle de nos produits, de nos offres, etc. Qu'est-ce que vous voyez comme, je te vois rigoler Patrice, qu'est-ce que vous voyez comme solution, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces deux entités pour essayer justement de travailler cette complémentarité et enrichir ces deux propositions? Déjà, on pourrait dire au marketing que parler seulement des offres et des produits, ce n'est pas forcément la meilleure des conversations dans un cocktail. C'est bien sympa, mais dans un cocktail, j'aimerais mieux que tu me racontes quelque chose qui peut m'intéresser. Alors, je ne dis pas que les offres et les produits ne m'intéressent pas, je dis simplement que si tu ne me parles que de ça, tu risques de m'ennuyer assez rapidement. Et en fait, pour qu'on puisse faire le lien entre ce que tu vis comme salarié, comme employé dans ton entreprise, et là, Mathieu recentre un petit peu le débat sur les commerciaux, ce que tu vis donc à l'extérieur quand tu rencontres tes clients, quand tu présentes évidemment ce que tu fais, ces échanges-là, ces expériences, ces anecdotes, c'est ça que tu vas raconter finalement. Et l'idée qui rejoint à ce moment-là ce que cherche à faire le marketing, pour moi, c'est de se poser une seule question. C'est qu'est-ce que ça apporte à celui qui voudrait m'écouter ou qui voudrait lire mon contenu. Parce que généralement, j'entends comme frein principal à l'expression sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que ça me rapporte à moi? Et en fait, ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que ça crée comme valeur pour celui qui va me lire, y compris dans un commentaire ou quand je parle dans le cocktail. Parce que si dans le cocktail, je passe un quart d'heure à lui raconter combien mon entreprise est super et combien mon offre est géniale, je pense que ça ne va pas durer un quart d'heure et qu'il va trouver
au bout de 2 minutes, l'idée de dire « Attends, je vais aller me resservir un truc » ou « Ah, bah, tiens, il y a machin qui passe, je vais aller lui dire bonjour ». Parce que toi, tu vas rester là et tu vas parler dans le désert, en fait. C'est ce qui va se passer parce que tu l'auras saoulé avec ta proposition. Moi, j'insiste sur cette idée. Il y a des anecdotes, il y a des expériences que nous vivons chacun tous les jours et que nous pouvons raconter et qui vont créer quelque chose chez l'autre parce qu'il va apprendre quelque chose, parce qu'il va se dire « Ah oui, tiens, je ne savais pas que… » etc. Voilà, c'est ça l'idée. Et le lien entre marketing, à mon avis, et vie de tous les jours, c'est cette question, qu'est-ce que ça crée comme valeur? Alors justement, tu vois, là, moi, je ne sais pas si ça répond à la question de Pierre Vasseur là, qui a été posée. Il demande comment éduquer à oser, à prendre la parole pour le projet de l'entreprise sans être trop auto-centré. Mais je pense que ce que Alors, tu viens de poser répond partiellement, en tout cas, je pense, j'ai l'impression, parce que ce que tu nous proposes, c'est de dire justement, au lieu d'être auto-centré, on cherche des sujets connexes. Je vois qu'il y a Marie-Alix de Algeco qui nous parle un petit peu. Marie-Alix, elle ne passe pas son temps à parler que des superbes modulaires Algeco qui sont champions du monde, les plus beaux et les Oui, meilleurs. heureusement, sinon on ne parlerait plus avec elle. Hein. Ce serait… C'est vrai. mais justement, si je peux me permettre, en fait, nous, on le vit tous les jours. D'ailleurs, ça a été mis, je crois que c'est Romain dans le chat. La grosse difficulté qu'on a en face de nous, c'est l'accompagnement au changement des pratiques commerciales et peut-être et aussi de recrutement. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des personnes, des commerciaux qui vont naturellement se dire, comme c'est digital, je vais le penser comme un email, je vais le penser comme un emailing, je vais aller directement dans le dur. Alors qu'encore une fois, si tu les mets, ces mêmes commerciaux sur le terrain, ils vont fonctionner complètement différemment. Ils vont pas attaquer forcément directement en disant voilà, je suis un homme sandwich, je vends telle et telle chose. Donc en fait, ce qu'on est en train de se dire là, le seul frein à ce déploiement, et nous on le vit en permanence, c'est tout simplement d'accompagner par des petites briques pour qu'ils puissent comprendre et s'épanouir doucement et avoir des réussites. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde pense que quand on arrive directement sur les réseaux sociaux, je vais tout de suite avoir la réponse, je vais avoir du business qui va me tomber. Non, il faut y aller par étapes. Et le maître mot là-dessus, c'est de prévoir des étapes et d'avoir des petites réussites. Et il y a un point important, c'est que les personnes ne soupçonnent pas, les commerciaux ou les recruteurs ne soupçonnent pas la puissance de feu qu'ils ont. Ils mettent un post, ah ouais, mais personne ne l'a vu. Mais c'est totalement faux. Tu vois, tu as des vues. Quand ils commentent, ouais, mais quel est l'intérêt de commenter? En fait, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont vus démultipliés derrière. Pourquoi ils ne s'en aperçoivent pas? Parce qu'ils n'ont pas forcément cet œil-là et ils n'ont surtout pas le dispositif, l'acuité pour le voir. Alors que dans le monde réel, s'il y avait plein de monde qui s'amasse autour d'eux, ils diraient « Oh ouais, c'est génial ». Donc en fait, voilà, si je dois insister là-dessus, c'est vraiment le fait que le frein, c'est de les accompagner par étapes et les monter en compétences là-dessus. Voilà. Et J'en puis, profite pour juste accueillir. avant de laisser la parole, pardon Alex, Tant juste pis, avant de vas-y, laisser vas-y. la parole à Marie-Alix, bonjour Mais c'est Marie-Alix. ça, c'est ce que j'allais dire. Je voulais en profiter pour accueillir Marie-Alix qui nous dit des Juste avant ça, commentaires je après. voudrais essayer de répondre à Pierre, attends, je sais pas, Pierre Vasseur, pardon. Vas-y. Bonjour Pierre. Moi, par exemple, j'ai travaillé avec Alexandre, que tu vois à l'écran, et je lui ai appris à dire n'importe quoi. Oui. Donc, il est maintenant tout à fait à l'aise. La preuve. Mais ça s'apprend. Non, mais ça s'apprend parce on a C'est pas appris à l'école à facile. lever la main quand on avait quelque chose d'intelligent à dire. Ouais. Moi, je lève la main quand j'ai quelque chose d'impertinent à dire. Et d'ailleurs, je ne lève pas la main, je le dis tout de suite, quoi. Mais ça s'apprend et il faut se débloquer. Effectivement, il y a des gens qui restent très convaincus parce qu'ils sont formatés par leur parcours scolaire et même Complètement. universitaire, que seuls les sachants ont le droit de parler, ce qui est complètement faux. Dans la vraie vie, c'est tout à fait autrement que ça se passe. Et dès que je dis quelque chose qui pourrait s'appeler n'importe quoi à quelqu'un, son cerveau
ne peut pas s'empêcher de lui dire il faut que je réponde parce que là, il a dit n'importe quoi. Et donc, ça, c'est mon truc magique pour entamer la conversation, c'est que je dis n'importe quoi à quelqu'un et il est obligé de me répondre. En fait, il ne s'en rend même pas compte, mais c'est fait exprès, quoi. Alors, on ne peut pas toujours faire ça, bien entendu, hein, il ne s'agit pas d'écrire n'importe quoi sur LinkedIn, mais néanmoins, il faut avoir en tête que s'auto-censurer parce qu'on ne serait pas intéressant, c'est absolument contre-productif. On va en reparler. J'aimerais donner, j'en profite, que Marie-Alix nous accorde quelques minutes. Je ne sais pas si tu peux rester avec nous jusqu'à 11 heures, mais en tout Jusqu'à cas, 11 heures, oui, après, je ne pourrai plus. bon, super. Du coup, tu as entendu ce qu'on était en train de raconter autour de finalement comment les aider à oser, comment les accompagner, etc., etc. Toi, je sais que voilà, tu mènes cette mission d'évangélisation et de transformation depuis un sacré bout de temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire en tant que praticienne? Que c'est un travail de longue haleine, que ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un jour. Mais que petit à petit, ça marche. On arrive à enlever les leviers, les blocages, etc. Et nous, on a pris le parti de prendre les gens un par un ou deux par deux et de checker leur profil avec eux et de leur expliquer. Donc la première étape, c'est de checker le profil. Après, on leur explique les contenus, les posts. Il y en a pas mal qui comprennent pas pourquoi, mais pourquoi tu mets pas plus, dans Chéri, par exemple, parce qu'on utilise Chéri. Pourquoi tu mets pas plus des réalisations Algeco? Et on essaye de leur expliquer que non, tu es pas un homme sandwich, tu vas intéresser personne. En fait, il faut que tu montres que tu as d'autres intérêts, que tu es une personne, tu es un être humain, tu es pas une machine, juste Algeco, que derrière, le profil Algeco, il y a un homme ou une femme qui a des passions, qui a des intérêts et c'est comme ça que tu vas intéresser les gens. Si tu parles que d'Algeco, ça va ennuyer tout le monde. Que de temps en temps, tu présentes quelque chose qui te tient à cœur, oui, mais que tu fasses que ça, non. Et là, il faut faire évoluer les esprits et c'est un peu long. Et quant à la marque employeur, il faut sensibiliser aussi les RH à ce sujet-là et à mon avis, certains ne sont pas encore, sensibles à ça. Nous, de notre côté, les RH communiquent très peu sur les réseaux sociaux, très peu sur LinkedIn et heu et ils communiquent quand ils ont des offres d'emploi à faire et c'est dommage. Donc ça, c'est mon next step. Mais en même temps, tu communiques déjà pour eux, sans Mais qu'ils je te l'aient communique déjà demandé. pour eux. Oui, c'est ça. Ouais, Si tu veux, donc voilà. Et moi, tu vois, quand tu dis que ça prend du temps, ouais. je voudrais juste partager ce que j'ai vécu avec Patrice. Donc, on se retrouve avant c'était je ne sais plus comment ça s'appelle, un séminaire, une grande conférence, et Patrice était invité pour coacher les intervenants la veille. OK? Et donc, on a fait un atelier. Alors, des formations, j'en ai suivi, hein, Mathieu aussi, on est tous les deux, on vient du centre des jeunes dirigeants, CJD, on se forme. Mais là, ce monsieur-là, qui a l'air sérieux comme ça, on ne dirait pas, hein, il nous a complètement décoincés, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous dans des schémas. Quand tu prends tes collaborateurs qui veulent prendre la parole sur les réseaux sociaux, en fait, ils ont le cerveau bloqué dans des schémas systémiques. Je ne sais plus qui a parlé de l'école ou de l'entreprise, etc. Mais C'est Pierre. voilà. Euh, Moi, ce que j'ai vu, c'est que quand j'ai fait des ateliers dans un grand groupe d'assurance où on avait toutes les directions de la communication région, d'accord, et qu'on a fait un exercice de post-it pour essayer de trouver quel était le blocage qui les empêchait d'aller prendre la parole à titre personnel, le mot qui est ressorti, majoritaire, mais grave devant, c'est oser. Ils n'arrivaient pas à oser, d'où l'intérêt que j'avais pour la question de Pierre Vasseur. Ils n'arrivaient pas à oser prendre la parole parce qu'ils sont dans des schémas où, quand tu es petit, tu arrives à l'école, c'est la maîtresse qui parle, et toi, on te donnera la parole quand tu auras le droit, tu vois. Et dans la boîte, c'est pareil, c'est le DG, c'est le direct machin. Et du coup, c'est hyper dur de trouver leur légitimité. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Et quand tu fais un exercice comme ça ne prend pas 10 millions d'années, parce que Patrice, lui, il te retourne le cerveau. Rien de temps. Et derrière, tu dis, bon, je vais essayer de dire, je vais le dire, je vais essayer de dire des conneries. Et je pense que ça va très bien se passer, parce qu'en plus, je suis dans mon espace privé quand je suis sur LinkedIn. Donc, a priori, je fais quand même un peu ce que je veux. Mathieu, tu voulais ajouter un truc? Je t'écoute. Ouais, je voulais compléter en fait ce qu'on rencontre effectivement comme Patrice, mais juste après sur la partie vraiment déploiement opérationnel sur LinkedIn, c'est effectivement ce syndrome de l'imposteur.
Et ça, il faut vraiment en parler. C'est-à-dire ce blocage où les gens se disent moi, je suis RH. Et quand on parle de RH, effectivement, je rejoins complètement Marie. Autant les commerciaux, là ça évolue. En plus, avec le Covid, de plus en plus, ils commencent à comprendre et à voir que, quand je dis avec le Covid, c'est avec les confinements répétitifs, qu'ils peuvent prendre la parole. Les RH, on en est aux prémices. Et je vais amener le sujet, peut-être, j'avancer sur le sujet d'après, qui sont les liens entre le RH et le social selling, mais les RH, il y a un potentiel de dingue dans votre boîte, mais énorme, quoi. Et par contre, il faut qu'ils passent ce syndrome de l'imposteur. Non, mais moi, je suis RH, je suis là juste pour aller chercher des candidats. Je n'ai pas la légitimité de parler du télétravail, je n'ai pas la légitimité de… Mais si, tu as toute la légitimité. Oui, mais d'autres en parlent mieux que moi. Mais ce n'est pas parce que… Non, toi, tu le vis, tu peux en parler. Et quand il y a cette prise de parole de cette population-là, c'est hyper intéressant. Ça a été évoqué dans le chat. Cette marque employeur, quand elle est déployée, c'est top. Mais il faut passer ce syndrome de l'imposteur. Voilà. Bon, je vois que Marion Laroudi n'est pas présente, de Rési d'études, qui a fait un magnifique témoignage là-dessus, puisqu'elle est au RH, en fait, pour l'instant, et à la com, du coup. Et c'est vrai que voilà, c'est un des trucs où on va trouver de la complémentarité, justement, puisque c'est notre sujet, entre les stratégies de marque employeur et les stratégies de social selling. C'est finalement comment casser un petit peu les modèles pyramidaux hiérarchiques habituels qui font qu'il n'y a que le patron qui cause, ou la com, à des modèles beaucoup plus horizontaux qui permettent à chacun d'avoir sa forme de légitimité. Tiens, il y a une petite réaction de Romain Petit, mais Patrice a raison, le fait de raconter une bêtise ou bien de dire je ne sais pas, ça donne de la possibilité à l'interlocuteur d'expliquer quelque chose. Bon, alors voilà, donc là pardon Alexandre, et ça rajoute ce que dit Romain et Patrice, ça rajoute un point très important dans ce monde virtuel et un peu aseptisé, de l'émotionnel, de l'émotion, de l'affectif plus que de l'émotionnel, de l'affectif. Et cet affectif de dire je ne sais pas, c'est le je qui est important. Le je ne sais pas, c'est le je. Et nous, on le dit à chaque fois quand on fait des posts avec des je, cette brique affective, elle est hyper importante. Oui, il faut une brique constructive parce que il faut pas, on peut dire des choses, on peut dire je ne sais pas, ça peut être aussi constructif, mais l'affectif est très important. Comme dans un cocktail. Mais par contre, l'affectif, on le passe par les mots, on ne le passe pas par un sourire, par d'être proche de quelqu'un, etc. Donc, il faut trouver d'autres travers. Et c'est pour ça que c'est important d'aller dans ce sens-là. Pour nous. Je ne sais pas que tu étais un gros dragueur, en fait, Mathieu. Dans les cocktails, tu étais vachement affectif, proche des gens et tout. Attends, il n'y a pas que moi, Je n'avais pas découvert ce côté-là. On n'a jamais fait de cocktail ensemble. Tu viens plus aux soirées. Bon, ok. Alors, du coup, c'est vrai que les soirées, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Alors, du coup, Tagalagalac, je reviens. Donc, notre sujet, c'était complémentarité entre marque employeur, social selling. Et la question, c'est finalement, et les programmes ambassadeurs dans tout ça. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas? Moi, je pense que ce n'est pas indispensable et qu'il y a des tas de boîtes qui s'en sortent très bien sans programme ambassadeur. Et en même temps, je vois bien à quel point celles et ceux qui le mettent en place peuvent un petit peu s'en servir comme une espèce de fil conducteur, aussi bien auprès de leur direction, parce qu'ils ont acté l'action d'accompagner les collaborateurs, d'une part, donc il y a une sorte de « j'ai le droit d'y aller », et puis de l'autre côté, vis-à-vis des collaborateurs, de dire « bon, ben, il y a un process qui est en place, etc. » Et je sais que Michel est présente, Michel Marchand aussi, là, de Nexity, et qui travaille là-dessus. Je sais que Marie-Alix, ben, toi, tu es dessus aussi. Donc, maintenant, j'aimerais bien avoir votre feedback sur « soyons fous » et si tout ça se formalisait par ce qu'on appelle, pour moi, à très mauvais titre, programme ambassadeur. C'est plus un programme d'accompagnement qu'autre chose. Mais bon, qui a envie de rebondir là-dessus? Juste pour… D'abord, je répondais dans le chat sur l'idée que ce n'est pas du one-to-one, hein, on peut le faire en groupe. C'est ce que tu as vécu avec moi, Alexandre. Oui. C'était une formation de groupe. Donc, en fait, et d'ailleurs, ça marche mieux en collectif, ça marche mieux en groupe. Ah oui. Et l'idée, c'est justement pour ensuite faire le lien avec le programme ambassadeur, c'est que dans une conversation,
en réalité, si chacun trouve sa place, la conversation s'enrichit naturellement. C'est le principe de l'intelligence collective. Et c'est pour ça que c'est important, le programme ambassadeur, enfin on peut l'appeler autrement, mais c'est pour ça que l'histoire racontée par le collectif, par un groupe, est beaucoup plus intéressante, puisque chacun va rajouter évidemment quelque chose. Tandis que si je m'exprime tout seul dans mon coin, je fais enfin, je m'exprime pour moi et je suis perçu comme une personne qui s'exprime par l'extérieur, mais je ne suis pas dans l'expression d'un collectif et donc je ne contribue pas forcément à l'émergence de cette culture dont on parlait et à la marque employeur. Donc le lien, pour moi, il est assez évident. À partir du moment où je me mets à raconter mes histoires, mais dans l'idée d'un esprit collectif et à échanger avec les autres dans les conversations, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui d'ailleurs, c'était notre intention, eh bien, la conversation est beaucoup plus riche que si je m'exprimais, si chacun de nous avait fait un post sur le sujet, eh bien, il aurait été moins riche dans son post que la conversation que nous avons tous ensemble aujourd'hui. Et c'est ça l'idée, à mon sens, du programme ambassadeur, c'est parce qu'il y a un collectif qui s'engage dans une conversation que forcément, cette conversation, naturellement, va rebondir, va s'enrichir, va aller chercher d'ailleurs d'autres gens, parce que c'est aussi ça, l'ambassadeur, c'est celui qui va porter la parole vers d'autres, et donc forcément va attirer vers cette conversation un certain nombre de gens qui ont quelque chose à dire ou qui la partagent ou qui la comprennent et qui veulent ajouter leur propre point de vue. Donc, c'est là que ça se passe, en fait. Et quand tu dis à quelqu'un, « Ah bon, raconte-moi », là, tu l'engages parce qu'on a tous envie de raconter quelque chose. Alors, quelquefois, on ne sait pas bien le faire, donc ça s'apprend, contrairement à ce que les directeurs marketing ou même RH croient. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'une histoire, et d'ailleurs, eux non plus, hein, pour la plupart. Donc, ils ne savent pas effectivement comment on apprend à structurer cette histoire. Mais en tout cas, quand on dit à quelqu'un raconte, tout de suite, il y a, comme le disait Mathieu, il y a quelque chose d'affectif qui se crée. Il y a l'idée qu'on va être écouté, qu'on va pouvoir apprendre quelque chose de l'histoire, qu'on a envie en tout cas. Et c'est ça l'idée du programme ambassadeur pour moi, c'est de partager quelque chose qu'on pourrait tous se raconter. Alors, je voudrais juste vous faire ça. Vous voyez cette tasse? Vous ne voyez qu'un côté de la tasse. Avec le programme ambassadeur, la tasse, c'est l'entreprise. Et toutes les personnes qui vont être autour de la tasse vont projeter un axe différent de cette tasse. Et du coup, effectivement, ta marque employeur ou tes qualités produits, tes services, etc., vont être éclairés de dizaines de façons différentes. Et en plus de ça, avec le filtre émotionnel de l'excellent thé Earl Grey qui est à l'intérieur. Voilà. Moi, je vois qu'on a... Pardon. Non, vas-y, Mathieu. Non, vas-y, Marie. Non, je voulais juste compléter parce que Patrice dit que ça marche mieux en groupe. Alors, nous, on a testé en groupe. Bon, on n'est pas très nombreux chez Algeco, on est 900. Et on a d'abord, on commence le programme ambassadeur avec à peu près une centaine de commerciaux. Donc, même en one-to-one, ça va finalement assez vite. Mais on a commencé en groupe et en fait, le problème, c'est qu'on s'est aperçu que la moitié des commerciaux n'écoutaient pas ce qu'on disait. Ils n'en avaient rien à faire, ils faisaient autre chose pendant ce temps parce qu'on était en Zoom, enfin en Teams, pareil. Et du coup, ils n'écoutaient pas, il ne s'est rien passé. Et ils ont fait, ouais, elle est sympa, elle a com, elle est marrante avec son petit programme d'ambassadeur. Et puis, je suis passée à autre chose. Donc, alors, je vais te dire un truc là, après. ça ne va pas. Vas-y. Je peux ajouter un truc, Marie-Alix? Ouais. Écoute, je sais qu'il y a des collaborateurs Sobuzz qui m'écoutent en ce moment, qui sont connectés sur ce Zoom. Et je crois que c'est un peu pareil dans toutes les boîtes. Je suis formé à l'animation en intelligence collective. J'ai lancé dans ma boîte depuis 10 ans des ateliers d'intelligence collective. Et ça ne marche jamais aussi bien que quand on fait venir quelqu'un de l'extérieur. Lundi, mardi, on a fait un atelier, on a fait intervenir une copine qui est coach bidule truc de Marseille. On était à Marseille. Juste, elle a déroulé exactement les outils que j'ai l'habitude de dérouler, mais juste, ce n'était pas moi. Donc, ce n'est pas le Alex habituel. Parce que Marie-Alix, ils te connaissent.
fait 10 ans que tu es dans la boîte, fait 10 ans que tu leur racontes des histoires. Tu vois, donc, si c'est quelqu'un d'autre qui vient raconter une histoire, si tu veux, ça t'ouvre une porte que derrière, tu peux travailler. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu ça là, lundi, mardi. On a fait intervenir Sabrina, en l'occurrence. Je ne crois pas de l'avoir vue là. Mais ça nous a vraiment, tous ravis, tous. Toutes Oui, équipes. mais quand tu n'as pas la possibilité de le faire, faut trouver une autre manière. Tu vois, faut être agile et se dire, bon, ces 2 comment je peux dernières années, faire? on a absolument pas pu le faire ces 2 dernières années déjà, Ouais, par exemple, tu vois. voilà. C'est très compliqué quand même, hein, déjà. En tout cas, Mathieu, si tu me fais venir dans un atelier, Marie-Alix, tu vas voir, il va se passer des choses. Justement, j'y pensais, Patrice. Mathieu, tu Je voulais te rajouter promets un que ça va truc? être autre chose. Ouais. Alors, justement, pour compléter l'échange là-dessus, il y a un point sur lequel vraiment je veux revenir pédagogiquement, c'est que dans cet accompagnement au changement, effectivement, il y a des freins, comme on vient de le voir, Marie-Alix, à l'intérieur, le fait d'être à l'intérieur, et ça, je confirme, hein, pour le vivre, on le vit en permanence, nous, quand on vient de l'extérieur. Ah ouais, mais je disais la même chose. Bah oui, mais ça, c'est juste l'effet intérieur-extérieur. Il n'y a pas forcément d'effet d'expertise là-dessus. Le deuxième point qui est quand même important par rapport à ça, c'est la pratique. Nous, en fait, on a complètement, et je ne vais pas dire merci le Covid, ce n'est pas des choses à dire, mais merci ce confinement, etc. Avant, on descendait des formations, boum, une journée. Maintenant, on fait des slots d'1 heure à 2 heures sur plusieurs mois, comme quand on apprend une langue. En fait, ce qu'on dit, nous, sur LinkedIn et social selling ou social recruiting, c'est qu'on va vous apprendre une langue. Vous avez le TOEIC, vous êtes bon en anglais, et ben vous allez avoir un SSI, le Social Selling Index, qui va monter parce que vous allez parler la langue. Et en fait, c'est vraiment dans le même cadre. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre une langue? C'est avoir une culture en plus que d'avoir les mots. Et ben là, c'est pareil. Il faut acquérir ça. Et ça, c'est la pratique. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Nous, il y a 2 plans. Ce que fait très bien Patrice, c'est de déterminer, de secouer les champs des possibles, je vais appeler ça comme ça, sur des idées. Et après, l'idée, c'est de mettre en place ce qu'on appelle du coaching, alors du coaching ou de la pratique sur de la longue traîne. Et là, ça fonctionne parce qu'on crée une routine et que les personnes qui disent « Ouais, alors la première fois, ouais, ça marche moyen. Ouais, mais ce serait bien que pour la première fois, tu le fasses. » Ah, et la fois d'après, le groupe. Et là, j'insiste sur le fait de la puissance du groupe. Alors, il ne faut pas que le groupe soit trop gros. C'est une question de dosage. Mais quand le groupe est d'une bonne taille, c'est-à-dire entre 10 et 20 personnes, il y a un effet de groupe. C'est comme dans une classe. On travaille beaucoup mieux. J'insiste, même si j'ai des choses à dire sur l'éducation nationale, depuis qu'on est à l'école, plutôt que d'avoir des précepteurs. Parce que, alors peut-être pas en expertise, mais en capacité d'avancer ensemble, on apprend beaucoup plus. Donc ça, vraiment, la pratique, c'est quelque chose d'important. Puis après, j'ai des choses à dire sur l'ambassadeur, mais je ne laisserai pas. Merci beaucoup Mathieu. Du coup, je vais faire le lien à la fois avec une question-remarque de Sophie Tourini et le point suivant de notre webinaire. Donc Sophie nous dit « Et quand les salariés ne veulent pas prendre la parole, je bosse dans un cabinet d'expertise comptable, à 75% des collaborateurs n'ont même pas de profil LinkedIn. » Donc, je trouvais que cette question est super intéressante puisque on a notamment eu la chance de vivre ça avec un de nos clients qui s'appelle Orcom, qui est expert comptable justement, et qui est parti du même point de départ que Sophie en réalité. Et en même temps, ça me fait le lien avec qui seront les ambassadeurs impliqués dans la démarche. Alors, peut-être que Marie-Alix, si tu veux nous dire toi comment tu as commencé, et puis après, on pourrait rebondir, Mathieu et Patrice, sur qui impliquer. Toi, comment ça s'est passé chez toi? Moi, j'ai commencé à impliquer le COMEX. Et attends, excuse-moi, je te coupe. Est-ce qu'ils Pardon. étaient super motivés au départ? Est-ce que tu Non. es parti sur une boîte où en mode « Ouais, on veut un programme ambassadeur, c'est cool ». Non, c'était pas ça? Non. Raconte. En fait, on était 2 avec Vincent Comte, le directeur marketing, et on était très motivés tous les 2 et on s'est dit, Vincent, il l'avait déjà fait il y a très longtemps dans son ancienne boîte. Donc, il savait les erreurs à ne pas faire. Il connaissait déjà la pratique. Donc, on a motivé déjà le COMEX. On a fait un plouf. On a eu la RH et le DG, mais ça fait un petit plouf. Donc, on l'a utilisé un peu avec Vincent. On a essayé de chercher des gens qui communiquaient sur LinkedIn, qui étaient intéressés. Donc, comme c'est une
pas une très grosse boîte, j'ai repéré comme ça des ambassadeurs. On a commencé par 5-6 et puis après, on a embarqué les commerciaux itinérants et maintenant les commerciaux sédentaires et voilà, c'est un peu step by step. Et tout d'un coup, le DG, il y a eu le déclic pour le DG. Un jour, Vincent lui a montré l'appli Sherry et là, il s'est dit c'est merveilleux et maintenant il est à fond dedans et c'est lui tout d'un coup qui a poussé, qui a repoussé et qui en parle maintenant aux directeurs d'agence qui eux aussi étaient un peu réticents et donc chacun s'y met. Voilà, c'est un peu passé comme ça. Vraiment, Ok, bah, on a merci essayé de pour ton toucher les gens. témoignage. C'est- on- Merci. voilà, on Parce a que fait de l'humain. c'est un témoignage qui, pour moi, est très proche de ce que je vois dans de nombreuses boîtes, hein. C'est voilà, c'est pas naturel. Les gens ne se lèvent pas le matin en disant alors, ma boîte, quand est-ce qu'elle lance son programme ambassadeur? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, C'est tout un travail. non. Tu voulais rebondir, Patrice, Mathieu? Ouais, Qui est en impliqué fait, alors? La alors question. moi, ouais, qui est impliqué. Il y a un point sur lequel on est passé un peu vite, c'est que Vas-y. le programme ambassadeur, le mot ambassadeur est un fourre-tout. Excusez-moi, est un fourre-tout. Euh, Nous, on a l'habitude de parler de trois profils. Les social sellers, qui sont les commerciaux de tout à l'heure, bon, eux, ils ont ils regardent dans leur poche, c'est combien ils vont gagner. Les social recruteurs, eux, ils vont regarder plutôt, bah, ça fait partie de leur profil, ils vont regarder les personnes, ils vont regarder leurs mains, à qui ils vont serrer des mains pour amener des candidats. Et les social, j'appelle ça des social helpers, ceux qui vont aider. Eux, c'est ça, c'est le cœur qui va marcher, c'est tout. Les social helpers, ça va être la personne à la prod, le mec, la personne à l'accueil, etc. Mais c'est le cœur qui va parler. Et donc, du coup, si vous ne leur faites pas battre leur petit cœur d'abord sur des missions, sur la mission de l'entreprise et tout ça, mais moi, j'ai autre chose à faire, et ça a été très bien expliqué sur le temps à passer, que de relayer des gentils postes qui sont mis dans Sherry, même si, même je crois. Donc, il faut vraiment, pour chacun, bien définir la stratégie qu'on va opérer. Ça n'empêche que, après, l'idée, c'est de les mixer ensemble, parce que c'est la force du mix ensemble. Mais déjà, je voulais vraiment insister là-dessus, sur le fait qu'on a trois profils qui ne marchent pas à la même baguette, enfin, aux mêmes carottes, on va dire ça, et peut-être la baguette aussi sur certains profils. Et ça, on le vit en permanence dans le déploiement. Voilà. Bon, Patrice, quand tu entends ça, le petit cœur, ça te fait penser à quoi? Tu t'impliquerais qui? À mon Quel petit cœur, petit tu veux dire. cœur? Quel petit cœur tu Oui, t'impliquerais? non, je crois que vraiment, il faut se concentrer sur les gens qui ont envie de le faire. Il faut pas. Enfin, je veux dire, tous les modèles coercitifs me paraissent un peu compliqués à imaginer. Donc, il faut absolument créer ce désir, cette envie de partager quelque chose. Donc, il faut favoriser ça. Et c'est pour ça que l'explication de départ sur le rôle de chacun dans l'expression de la marque et de la culture, c'est essentiel. Sinon, on ne comprend pas pourquoi on le fait. Hein, on explique aux gens quelle est la mission de l'entreprise, mais on ne l'explique pas pourquoi eux, ils portent cette mission, en fait, pourquoi ils sont cette mission. Et si on le fait bien, ça leur donne envie. Alors, Marie-Alix a raison, il y a toujours qui vont dormir au fond de la salle, il y a toujours des gens qui vont traîner les pieds, il y a toujours des gens qui sont contre tout, bon, et qui n'oseront pas non plus, même si on les aide. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont prêts à faire des choses et qui ont envie de faire des choses. Donc, c'est vers cela qu'il faut d'abord aller. Alors, Et ça mérite de les écouter, ça mérite de les accompagner. C'est une question qui revient tout le temps dans le chat, là, je le vois. Effectivement, il y a un accompagnement. Et puis, il y a surtout, et c'est là que ça devient intéressant, il y a surtout l'idée de la récompense, c'est-à-dire en fait l'idée de valoriser les gens qui font quelque chose. Alors, Au lieu de dire à ceux qui ne font rien, vous dormez, vous ne faites rien, on pourrait passer notre temps et notre énergie à féliciter, à récompenser d'une façon ou d'une autre ceux qui font les choses, ceux qui ont envie de faire quelque chose. Moi, je suis très, très convaincu que la psychologie positive, c'est notre seule chance d'y arriver. Et donc, on doit se montrer bienveillant, mais pas seulement. On doit aussi remercier, on doit aussi féliciter, on doit aussi encourager. On doit pas critiquer en disant ouais, mais là, tu dois respecter un peu plus notre charte, ou là, tu dois dire un peu plus. Tu as oublié le hashtag de l'entreprise. C'est pas grave, en fait. Hein. Au contraire, on devrait
on devrait souligner la personnalité, le style. Ah, tiens, t'écris un truc un peu sympa. Tiens, tu as osé poser une question un peu originale. Voilà, c'est de l'accompagnement positif qu'on doit mettre en place. Et ça commence par écouter aussi nos collaborateurs, hein, c'est clair. Alors, Et bien leur préciser que c'est leur profil personnel et que ça reste leur profil personnel et que ce n'est pas la voix de son maître. Oui, Et ça, c'est exactement. très important. Et C'est leur personnalité. il y a Nicolas qui posait une question, Nicolas Millet qui m'a posé une question. Monter en puissance step by step sur quelle durée? Et nous, ça fait 1 an et demi, 2 ans oui, pour l'instant, Alex. ouais. C'est Mais ça là, il y a un témoignage de Sami Nakash qui est enregistré là, sur le blog de Sherry. Sami, il a commencé il y a un peu plus de 4 ans. Et ça, c'est un peu… non, il a commencé avec Sherry il y a 4 ans, mais il a commencé il y a 6 ans en fait. 6 ans, 7 ans avec le groupe Crédit Agricole. Effectivement, si tu veux, au départ, c'était un peu ce que tu décrivais toi, Marie-Alix. Donc, il y a eu une période d'embarquement des dirigeants avec plus ou moins de succès, parce que voilà, chacun a des affinités ou pas dans cette démarche. Et puis en 2017, le DG a vraiment compris le truc et a dit let's go, on va développer ce qu'ils appellent la relation client. C'est ça le témoignage de Samy. Eux, c'était développer la relation client par les réseaux sociaux. Et au Crédit Agricole, la relation client, ce n'est pas juste les chargés d'affaires. C'est absolument tout le monde. C'est les RH, c'est le recouvrement, c'est tout le monde. Tu vois. Et du coup, Samy s'est retrouvé dans cette posture où il a reçu un accompagnement fort. C'est lui d'ailleurs qui nous a passé la première commande qui a fait qu'on a créé Sherry. C'était suite à sa demande à lui. Ils ont embarqué 2300 collaborateurs uniquement, comme disait Patrice, sur la base du volontariat. Point barre. Donc, ils ont eu une première phase avec des dirigeants qu'on peut servir de bêta-testeurs, de cobayes même, on peut dire, pour défricher un peu le terrain. Ensuite, une ouverture, appel aux volontaires et un travail d'évangélisation et de faire vibrer le cœur. Et aujourd'hui, ce que Samy utilise beaucoup, ce que disait Mathieu, c'est faire vibrer le cœur. C'est qui a de la fierté à porter le maillot. Et donc, quand je vois la question de Sophie, c'est qui a envie de porter le maillot, qui a envie. Et en plus de ça, dans les contenus qui sont proposés, il n'y a pas forcément, il peut même y avoir très peu de contenus qui sont aux couleurs du maillot, quoi. Voilà. Donc, ça peut prendre pas mal de temps. Juste pour finir, j'ai vu que dans les questions, il y en a qui ne savent pas trop ce que c'est qu'une plateforme ambassadeur. Donc, je vais juste le montrer en 2 secondes, parce que comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, une plateforme ambassadeur. Donc là, je vous montre notre plateforme de test Sobuzz. C'est un site web ou une app mobile sur laquelle on va trouver des modules d'animation d'une part et des contenus d'autre part. Et tous les contenus qui sont là ont été présélectionnés par un admin avec plus ou moins de mise en forme, de sorte que si j'ai envie de partager ce truc, que ça me plaît, je suis collaborateur, je viens là et je mets mon petit truc hashtag trop cool, par exemple, pour personnaliser un peu le truc. Là, j'ai fait mon tweet, OK. Et en gros, voilà, il y a quelqu'un, en l'occurrence Marie-Alix ou je ne sais qui dans l'équipe, qui m'a créé un tweet. Je l'ai vu, je l'ai personnalisé, je l'ai tweeté et du coup, j'ai gagné plein de temps et j'ai été un peu guidé, alimenté par les contenus de la plateforme. J'arrête la démo parce que ce n'est pas du tout le but du webinaire, mais il y a des gens qui posent des questions en ne comprenant pas. Donc, et c'est quand on parle de mix de contenu, quand on parle de valeur, quand on parle de stratégie, je pense que c'est tout ce travail qui est fait en amont sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut créer notre relation, qui est-ce qu'on embarque, qui fait que vous allez bien choisir les contenus dans cette plateforme et que ça va faire vibrer le cœur parce que ça les informe. Et là, bon, moi je dis merci Covid, parce que pendant cette période de Covid, justement, ce lien digital s'est renforcé, les valeurs se sont renforcées. Et moi, je vois à quel point ça a été… j'ai des clients qui ont commencé leur programme début 2020. Aujourd'hui, ils sont bien. Ça les a beaucoup aidés. Donc voilà, Mathieu, j'ai fait cette parenthèse. Je t'écoute. Ouais, non, mais je poursuis là-dessus. En fait, comme par rapport à ce qu'on dit, pour moi, il y a 2 points importants, 2 axes importants. Il y a l'axe quantitatif et l'axe qualitatif. Ouais. Là, on est en train de parler, en fait, et trop souvent, on se focalise soit sur un, soit sur l'autre, et il faut faire les deux. C'est ça la difficulté. Quand je m'explique.
Quantitatif, les ambassadeurs, on se dit « Oh, j'ai 600 personnes dans ma boîte, 6 fois X postes égale ». Non, ça ne peut pas marcher si derrière, on ne met pas du qualitatif. Quand je dis du qualitatif, il se joue sur la création de contenu. Donc ça, avec des outils comme Sherry, ça c'est top. Mais du qualitatif aussi dans la relation qu'on va avoir dans l'accompagnement. Et là, Marie l'a très bien fait. Elle a cette chance de pouvoir déployer du one-to-one. Elle parlait tout à l'heure de ça. C'est une chance énorme dans l'entreprise. C'est très important de ramener du qualitatif sur de la pratique, sur des échanges là-dessus pour accompagner avec le quantitatif. Et trop souvent, on se focalise, excuse-moi Alexandre, mais tu le vis aussi, sur des outils en disant je vais mettre l'outil quantitativement et je vais avoir X. Si Sami Nakache a réussi son truc, c'est qu'il a pensé les deux dès le départ. C'est qu'il a pensé un déploiement et du coup, ça l'a fait dans la durée. Donc, vraiment penser, on a trop tendance, enfin, surtout quand je viens du monde de la com avant, on a trop tendance à avoir le côté, ce qu'on appelle en startup scalable, duplication, je multiplie par le nombre de collaborateurs. Non, il faut ramener du qualitatif. Je voulais vraiment insister là-dessus, parce que nous, on le vit au jour le jour dans le déploiement. Si on ne fait pas un déploiement qualitatif, ça ne sert à rien. Et je rejoins complètement Marie sur ceux les commerciaux qui sont là en face en train de regarder une visio, ils sont 50. Et si ce n'est pas quali assez là-dessus, ça ne peut pas marcher. Voilà. En tout cas, tous les clients aujourd'hui, dont je peux dire qu'ils sont plusieurs centaines d'utilisateurs mensuels, actifs, productifs, etc., tous, ils ont commencé par des petits groupes. Tous, ils ont commencé par un peu d'évangélisation à droite, un peu d'évangélisation à gauche. Et après, il y a un effet des multiplicateurs qui permet effectivement de créer cette culture finalement d'influence collective. Okay. Il y a Bernard-Marie Chiquet là, qui a fait un post sur le social value sharing. Hein. C'est-à-dire, en gros, c'est finalement quelles valeurs on partage dans l'équipe, qu'est-ce qu'on a envie de partager ensemble sur les réseaux, quel lien émotionnel on va créer entre nous et avec le reste du monde, quoi. Et c'est pas en achetant des licences qu'on résout cette équation-là. C'est en prenant du temps pour y aller doucement et créer la boule de neige. Moi, je parle souvent d'un travail de boule de neige, en fait. Hein. Et après, effectivement, on peut constater que quand des gens, Marion Laroudy, que vous retrouverez, qui a commencé à le faire sans outils, au bout d'un moment, tu n'as pas de chiffre, tu ne sais pas comment centraliser, coordonner, c'est compliqué. Et après, au bout de 4 ans, donc elle commence aujourd'hui, hein, et au bout de 4 ans, tu as des gens comme Sami Nakache qui disent « mais c'est magnifique ». Les gens, ils ne viennent plus sur Sherry, ou plutôt, ils viennent de temps en temps sur Sherry, mais en fait, ils ont créé leur propre autonomie sur les réseaux sociaux. Ils publient déjà naturellement sur LinkedIn, etc. Et il y a une sorte de lien qui se fait entre un travail personnel, de lien avec leurs contacts, leur réseau, et un lien qui reste avec l'organisation, qui, elle, continue de partager des valeurs, des tips et de la veille. Et ce n'est pas contradictoire, en fait, c'est totalement complémentaire. Mais bon, voilà. Donc, désolé pour ceux qui venaient à ce webinaire en se disant « Cool, à la fin, je lance mon truc, fin d'année, je suis au top ». C'est un chemin, point barre. C'est tout ce que je voulais dire. Qui veut rebondir? On était sur qui embarquer. La question, c'est qui embarquer? Par où on commence? En fait, tu l'as très bien dit, par où on commence? On commence par des équipes pilotes. Et je voulais rebondir, je crois que c'est Sophie, alors je ne sais plus parce qu'il y a beaucoup d'échanges et c'est super dans le chat, qui parlait, moi, je suis dans des experts comptables. Je vais prendre un témoignage. Nous, on accompagne CER France, CER France, c'est un groupement d'experts comptables dans la France entière. On a en face de nous des experts comptables qui font ouais, bof, etc. Comment on fait un hameçonnage, enfin, non, comment on appelle ça, quand on a un hameçon. Enfin, bon, bref, on les chope comme ça. Une accroche, merci. Comment on les accroche? En fait, on les accroche tout simplement en faisant une petite visio où on explique le champ des possibles. Et après, on les embarque. Mais il ne faut pas directement y aller franco en disant vous allez être dans tel système, voilà la durée, etc. Faut qu'ils aient l'intérêt, faut qu'ils voient l'intérêt de la chose. Et encore une fois, comment on démarre? Il faut bien distinguer qu'en face de moi, j'ai des social sellers, social recruteurs et social helpers. C'est très important d'échanger avec eux, d'échanger sur leurs freins. Et là, c'est vrai qu'on a cette chance-là de l'extérieur. Patrice, c'est pareil. Quand on vient de l'extérieur, on va nous parler plus facilement que vous en interne.
C'est-à-dire qu'on va nous dire, pourquoi? Parce on va nous rentrer dedans. On va nous dire, ouais, mais votre truc, c'est un frein. Ah non, je n'ai pas que ça à faire. Et là, doucement, on va dire, mais qui t'a parlé de temps là-dessus? Ok, il va avoir du temps, mais peut-être on va s'adapter à ton temps de travail. Oui, mais je ne sais pas écrire. Non, mais c'est d'accord, ok, mais pourquoi? Et du coup, le fait qu'on soit à l'extérieur, on sert de fusible et doucement, on a cette approche-là. Et ça, Alors, c'est très important. moi, j'adore ça. Donc, l'idée, c'est ça, c'est vraiment, finalement, trouver les volontaires et trouver l'accroche pour que ça se décoince et qu'ils trouvent un intérêt. Et la vraie question, enfin, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des petits ateliers d'intelligence collective sur, mais qu'est-ce qui vous fait kiffer dans la vie? Sur quoi vous avez envie de partager? Et alors du coup, dès qu'on est dans le cadre pro, forcément, on a des trucs pro qui vont sortir. Et là, on voit quel sens les gens donnent à leur mission. Donc, si on reste sur ton exemple d'expert comptable, il y en a qui aiment accompagner les lancements d'entreprise. Il y en a qui aiment accompagner, créer des liens de fidélité durables avec leurs clients. Bref, blablabla. Bla, bla, bla. Et à la fin, OK, c'est ça que tu aimes? Cool. Comment tu peux le nourrir? Qu'est-ce qui va le nourrir, ce besoin de lien, ce besoin d'étudier, d'accompagner, etc. Et c'est là qu'on trouve les sujets, et c'est là qu'une personne plutôt sceptique au départ va finalement regarder du coin de l'œil en se disant, bah ouais, j'avais pas pensé à ce contenu, j'avais pas pensé à cette approche, j'avais pas pensé à cette relation, et très timidement commencer à créer des liens. Et du coup, c'est pour ça que du coup, j'ai pas la réponse de qui faut-il embarquer au départ, si ce n'est quand même dans un monde hiérarchique, la direction. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui, rares sont les entreprises dans lesquelles on te dit oh, Patrice, fais ce que tu veux dans ta vie, Marie-Alix, fais ce que tu veux dans ta vie. Quoi. En général, il y a un petit peu un patron, il y a un petit peu une direction, et il y a un petit peu des gens qui vérifient que ce que tu fais, c'est aligné avec le reste du monde. Donc, forcément, pour moi, les premiers embarqués sont les dirigeants, même si on ne leur demande pas d'être hyper engagés. Et même, pour reprendre l'exemple de Samy Nakache et du Crédit Agricole, on a eu dans l'équipe dirigeante des gens qui ont été des vrais sponsors du programme ambassadeur et d'autres qui ont officiellement déclaré leur volonté de ne pas y aller. Et ces gens qui ont dit « je ne veux pas y aller » ont pour moi autant contribué que les sponsors, parce qu'ils donnent une vraie liberté aux collaborateurs de s'intégrer ou pas dans le programme ambassadeur. Parce que si tous les patrons disent « il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller », tu te retrouves avec des soldats qui n'ont pas le goût d'y aller, hein, et qui avancent en marche arrière et en tirant en l'air, quoi. C'est pas du tout ça l'idée. Il faut qu'il y ait vraiment, enfin, idéalement, quand je dis il faut, idéalement, quand on a ces deux postures du dirigeant sponsor, du dirigeant qui dit « moi, c'est pas mon kiff », ça donne de la légitimité à celles et ceux qui sont touchés par le programme d'y entrer avec le cœur, comme tu l'as bien dit, Mathieu, pour aller vraiment contribuer à leur raison d'être personnelle. Attention, avec le cœur, ça, c'est surtout les social helpers. Les social sellers, il faut penser à la poche. Non, mais je suis cash là-dessus. Ils ont un ADN et justement, il faut penser à la poche pour mieux les amener sur le cœur. Parce que, qu'on leur explique. Parce qu'en fait, eux, ils pensent trop poche, dans le sens ah bah j'ai une base de données, c'est génial, je vais envoyer un mail à Monsieur Tartampion et puis je vais dire voilà, je vais vous vendre ça. Non, pense aussi avec le cœur. Mais donc c'est pour ça que en fait c'est un travail très subtil sur ces leviers-là pour arriver à faire prendre la sauce. Voilà. Il y a un côté, si je peux me permettre, il y a un côté un peu, on leur montre égoïste, on leur dit mais vous savez, c'est votre marque personnelle que vous travaillez aussi. Donc, ça va vous apporter des choses. Voilà, donc pensez-y. Alors, pour les commerciaux, il y a le côté business et le côté marque personnelle. Et c'est vrai que pour le COMEX, c'est pareil. Enfin, moi, c'est ça que je leur explique. Je dis, mais vous travaillez votre marque. Maintenant, LinkedIn, c'est incontournable. On n'échange plus de cartes de visite. Enfin, moi, mes cartes de visite, elles sont dans mon tiroir. En fait, je me connecte sur LinkedIn avec les gens. Et je rajouterai un point là-dessus. Nous aussi, ce qu'on dit, et ça fait part du fait qu'on peut le dire parce qu'on est à l'extérieur. Et à ce moment-là, je dis, les managers, vous bouchez les oreilles, mais l'intérêt de LinkedIn, c'est que ça vous rend bankable en termes d'employabilité. Moi, alors là, du coup, tu as les managers qui font… non, mais gentiment, ça c'est… Mais en fait, du coup, en disant ça,
Et ça, on peut le dire de l'extérieur. Je vois mal un directeur commercial dire allez sur LinkedIn, comme ça, vous allez vous faire embaucher par les autres. Mais moi, je dis, c'est ça, votre marque personnelle. Attends. Oui, voilà. Mais Alors, nous, ça permet d'aller plus loin, en fait. Voilà. J'ai deux vécus à te partager pour alimenter ça. Premier, c'était sur les ateliers. À l'époque, on organisait des ateliers physiques à Paris, là. Et dans cet atelier, j'avais le DRH de Disney, de Euro Disney, là. Et il disait, mais en fait, c'est clair qu'il y a des gens qui vont partir. Et c'est clair que s'ils ont envie de partir et qu'on les accompagne dans leur départ, ils vont parler de nous en bien. Et il dit, en plus de ça, on a même vu des gens qui sont partis, qui ont parlé de nous en bien et qui sont revenus. Tu vois ? Donc, ce serait… Moi, je comprends la discrétion que tu mets, enfin le soin que tu prends à ne pas trop choquer les gens par rapport au risque de départ, mais ça m'avait vraiment touché. Oui. Et le deuxième qui m'avait vraiment touché, c'était chez AXA, où c'est le groupe, enfin, c'est les RH qui pilotent le programme employeur et qui écrit noir sur blanc, le programme ambassadeur peut vous aider à développer votre carrière en interne et en externe. Mais il l'assume à donf. Alors, ce n'est pas évident, mais franchement, j'ai trouvé ça tellement smart parce que c'est une vérité. Aujourd'hui, on est toutes et tous libres. On va bosser aujourd'hui chez Algeco, demain chez E4Brands. On a le droit, tu vois. Et du coup, ça crée une relation. Et c'est ça que j'adore dans les programmes ambassadeurs, c'est qu'on casse le mythe du pouvoir sûr. On casse le mythe du devoir. C'est plus du volontariat, en fait. La volonté d'être dans ma boîte, la volonté de faire ce que je fais aujourd'hui. Quand tu te lèves le matin, que tu te dis « je dois aller bosser », c'est chiant. Quand tu te lèves le matin en disant « j'ai décidé d'aller bosser », pas forcément envie parce que j'aurais bien resté au lit, mais j'ai décidé d'aller bosser. C'est complètement différent. Voilà, bref, je ferme ma parenthèse. J'aimerais bien prendre la parole parce que je vous écoute depuis un petit moment. Excuse-moi, ouais, je m'emballe. Et puis j'aimerais bien dire, parce qu'on est beaucoup dans le comment faire, dans l'explication, et c'est très bien, mais j'aimerais proposer un truc que vous pouvez faire chez vous à la maison, dans votre entreprise, avec un groupe. Vous définirez la taille du groupe, ce n'est pas important. C'est un exercice que je trouve assez fascinant. C'est l'exercice du château de sable. Alors, je vais vous le raconter de façon rapide, mais le principe est assez simple. Hein. Donc, nous sommes réunis tous ensemble ici. Là, nous sommes encore une trentaine, un peu plus, même presque 40 encore. Ouais. Et quand je dis château de sable, quand je dis les mots château de sable, il se passe quelque chose dans votre tête. Ça vous renvoie à un imaginaire qui est le vôtre et un vécu qui est le vôtre. Alors, je pense que tout le monde a déjà fait un château de sable, au moins un, ou tout le monde en a vu, ça c'est certain. Alors, nous savons tous ce qu'est un château de sable. Pourtant, c'est un concept, d'accord ? Donc, je vais vous dire maintenant, vous allez prendre un papier, un crayon, et vous allez me dessiner un château de sable. Et ce qui est assez amusant, c'est que forcément, il y a des gens pour me dire, mais tu sais, moi, je ne sais pas dessiner. Alors là, évidemment, chez soi, on ne va pas montrer tous notre château de sable, hein, mais si on était dans une salle, tout le monde verrait notre château de sable à la fin. Alors, il y a des gens qui font des tout petits châteaux de sable pour pas qu'on les voit sur une feuille. Hein. Et puis, il y a des gens qui font un château de sable qui prend toute la feuille. Et puis, il y a des gens qui vont aussi dessiner le soleil, quelquefois des oiseaux dans le ciel ou des nuages, et un chemin pour aller jusqu'au château de sable, et des fenêtres au château de sable, et même quelquefois des boutons de porte pour entrer dans le château de sable, et ainsi de suite. Et puis, chacun, selon son vécu, va imaginer une forme de château de sable avec ou pas des créneaux, des tours, des je ne sais pas quoi, un pont-levis, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Certains mettent des coquillages sur le château de sable et des drapeaux en haut des tours. Bref, quand vous aurez fini l'exercice, et vous verrez, ça ne prend pas très longtemps, vous aurez récolté autant de châteaux de sable qu'il y a de personnes dans la salle. Et c'est ça notre individualité et notre personnalité. Avec justement ceux qui sont capables de s'exprimer pleinement et
d'avoir une certaine fierté à montrer leur château de sable, et ceux qui sont un peu plus timides et qui font des petits châteaux de sable tout rabougris pour pas qu'on les voit. Avec des gens qui ont une imagination débordante et qui vont décorer leur château de sable, à qui je suis obligé de dire, est-ce que tu as déjà essayé de faire des volets en sable pour fermer les fenêtres, parce que ça ne va pas être facile quand même. Et d'autres qui font un truc très, très, on va dire, très, très simpliste, hein, mais en même temps, pourquoi pas très beau aussi. Et la question qui suit, parce que notre culture, elle est là en fait, tout le monde savait ce qu'était un château de sable, mais tout le monde a fait un château de sable différent. Et c'est ça, en fait, l'idée du programme ambassadeur. C'est qu'à partir d'un concept qu'on partage, chacun va raconter un truc différent, évidemment. Et la question qui est fatale à la fin, c'est de dire, maintenant que vous avez 25, 30, 10, je ne sais pas combien de châteaux de sable différents devant vous, dites-moi ce qu'est un beau château de sable. Et bien sûr, il n'y a pas de réponse, puisque chacun pense que son château de sable est beau. Et je vous rappelle que quand vous l'avez fait quand vous étiez enfant, les gens autour de vous, c'est-à-dire probablement vos parents, vous ont dit « Ah, comme tu as fait un beau château de sable !» Ben oui, parce qu'en fait, les gens qui nous aiment, ils ne vont quand même pas dire « Ton château de sable est pourri » ou « Il est moche » ou « Tu aurais pu faire mieux ». Donc, c'est ça l'idée. Quand tu t'exprimes et que tu racontes un château de sable, les gens qui t'aiment vont te dire « Ah, il est sympa ton château de sable. Ben, peut-être que moi, tu sais, tiens, regarde, moi aussi, j'en ai fait. Et ils sont un peu différents, les miens. » Mais il n'y a pas un beau château de sable, comme il n'y a pas un beau post sur LinkedIn, comme il n'y a pas un beau commentaire ou je ne sais pas quoi, ça ne veut rien dire. C'est une expression personnelle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui vont réagir et les gens qui vont interagir avec nous sont bienveillants et vont nous dire « comme tu as fait un beau château de sable », exactement comme quand on était enfant. Et c'est ça, en fait, je trouve cet exercice fascinant. Vous voyez, il n'est pas très compliqué à mettre en place, hein. Tout le monde a un crayon et une feuille de papier, et c'est parti. Et à la fin, on comprend ce que c'est que la culture, ce qui nous rassemble, c'est-à-dire la vision qu'on a d'un château de sable, et en même temps, ce qui fait notre différence et notre singularité. Chacun aura fait un château différent. Et ils seront tous beaux, en fait, comme quand vous étiez à l'école primaire. On va tous les mettre sur un mur et on va tous les regarder. Et ce qui est magique, c'est que la beauté du château de sable, elle vient de la multitude des représentations qu'on aura. Parce que si on n'en avait mis qu'un seul, tout le monde, tous les autres l'auraient critiqué ou auraient dit « Ah ben non, on aurait pu faire ça » ou « Pourquoi tu n'as pas mis un drapeau ?» Et donc, en fait, quand on a toutes les formes de château de sable, et d'un seul coup, on se dit « Ah, c'est sympa ce qu'on a fait, voilà un atelier créatif. » C'est exactement ça pour moi, un programme ambassadeur. Là, franchement, Patrice, je vais faire un article sur le château de sable avec, si tu m'y autorises, un extrait de ce passage qui m'a à la fois permis effectivement de me poser parce que je me rends compte que j'étais parti dans ma tête dans ce webinaire-là. Donc, merci beaucoup. Et en même temps, c'est exactement ça, c'est d'une grande justesse. Ça répond probablement à la question de Pierre Vasseur qu'il a posée à 10h10, mais que je n'ai pas oublié, qui est la crainte de l'entreprise. Il y aura trop de personnes qui parlent de notre projet. Les prospects peuvent-ils en perdre leur latin? Eh bien, la réponse vient d'être donnée. Donc, Pierre, je dis, c'est répondu. La question est vite répondue. La diversité. Et alors, en plus, il y a un truc, c'est que les algorithmes vont faire que le château de sable de Patrice va être vu par son réseau. Le château de sable de Mathieu par son réseau et de Marie-Alix par son réseau. Il est fort probable qu'ils aient des contacts en commun. Et il est fort probable qu'ils aient aussi beaucoup de contacts qui ne soient pas en commun. Il est fort probable qu'il y en ait un qui publie à 8h, l'autre à 10h, l'autre à 14h. Et donc, l'entreprise n'a pas de risque au niveau de « tiens, mais qu'est-ce qu'ils ont à tous faire des châteaux de sable ?» Ils ont fait un atelier avec Patrice Lobigna, grand concepteur. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a aucun risque parce qu'en réalité, justement, l'entreprise va de fait proposer des dizaines de visions et de stratégies de château de sable qui seront toutes grâce aux algorithmes. Souvent, je dis à cause. Là, je dis grâce aux algorithmes
liés à des personnes avec qui on a envie d'être en lien. Et donc, des gens qui nous aiment. Et donc, comme disait Patrice, quand les gens nous aiment, ils ne vont pas nous dire « mais il est dégueu ton château ». Ou alors, ce sera de l'humour et une façon de rentrer en communication par une forme d'humour un peu à leur façon. Voilà. Mathieu. Ouais, en fait, pour rebondir là-dessus, sur ce que tu dis, l'intérêt là-dessus, c'est cette fameuse, et là on répond au cœur de la questionnement du webinaire, c'est la transversalité des points de vue de chacun. Et les transversalités, avec d'un côté des social sellers qui vont parler d'un château de sable plutôt guerrier, je vais dire, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais plutôt de conquête, d'autres châteaux de sable social recruteurs, et les uns vont aider les autres. Et ce qui est très intéressant, et là moi je vous invite à le faire pareil, moi je vous donne un petit tips là-dessus, demandez à vos collaborateurs, ne serait-ce que de se commenter les uns par rapport aux autres. Alors, vous allez me dire, c'est un peu consanguin cette affaire. Si on se met à se commenter, on va voir que dans la boîte. Mais c'est pas grave. L'algorithme, il va adorer, ça va remonter les châteaux de sable de chacun, parce que chacun va dire ah ouais, il est beau ton château de sable là-dessus, etc. Commenter. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de community managers dans la salle. S'il y a des commerciaux avec les community managers, allez commenter les pages. Utilisez cet outil qui est fabuleux, c'est le commentaire plus que le partage. Là, je vous donne un petit tips technique parce que le partage, c'est je prends la parole à la place d'eux, l'algorithme, il apprécie moyennement, le commentaire, il va le valoriser. Donc, on est vraiment au cœur du dispositif avec ces châteaux de sable. Merci Patrice là-dessus parce qu'effectivement, chacun prend la parole. Et il y a une transversalité, il y a le social helper, lui, qui va peut-être mettre juste un like, mais ce n'est pas grave, ça va nourrir la visibilité de tout ça. J'aimerais répondre à quelques questions parce que je vois que le temps est passé comme d'habitude très, très, très vite grâce à vous, toutes et tous, ceux qui nous parlaient dans les discussions et vous qui êtes avec moi. Là, Donc voilà, alors je voyais, donc toujours pour Pierre Vasseur, faut-il travailler en amont en développant une stratégie très cadrée? Je n'ai pas envie de te répondre. En amont, oui. Une stratégie, oui. Très cadrée, ça se discute. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse ferme sur le très cadré. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu que des personnes qui ont la chance, comme Marie-Alix, d'avoir une stratégie qui se construit et qui se révise. Ah oui, oui. C'est du test and learn. Hein. On est d'accord. Agilité. Oui. Agilité. C'est ça qui crée le truc. Ensuite, j'ai vu une autre question de Ophélie. Comment récompenser les personnes engagées qui prennent la parole? Est-ce que quelqu'un voudrait lui proposer des idées? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait battre? Moi, j'ai envie de dire. La récompense, et quelquefois, la récompense, elle n'est pas là où on croit. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de ça. Quelquefois, la récompense d'un commercial, ce n'est pas la poche, c'est autre chose. Quelquefois, c'est le challenge. Mais c'est le challenge sur un recruteur qui aime bien être challengé. Donc, il faut les outils. On peut avoir de la gamification, ce que tu fais très bien avec la plateforme Cherry, mais ça ne va pas être forcément appétant pour d'autres. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Le maître mot, c'est l'écoute du groupe et prendre à la fois ce qu'attendent les personnes et leurs freins. Voilà. Okay, donc, en fait, je réponds à côté, désolé. Non, c'est super. Non, mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, qui marchait bien chez différents de nos clients, c'est une petite newsletter, tu vois, pour dire déjà, non pas remercier la personne forcément de façon personnelle. Toi, bravo Patrice, tu es l'employé du mois, youhou, mais plutôt collectivement, on a réussi tel et tel résultat. Un côté collectif qui peut être vachement sympa. Et puis, peut-être sur une personne, aller lui dire bravo en personne. Ça, je ne sais pas, on ne me l'a pas raconté, mais moi, en tout cas, c'est un truc que j'aime bien faire avec mes collègues Sobuzz et Sherry. Mais après, je pense que ça peut être aussi intéressant, non pas de glorifier « Oh, Patrice, quelle belle histoire tu as racontée », mais plutôt, comme tu disais tout à l'heure, souligner les points forts, hein, la psychologie positive, encourager. Ouais, on a vu ce truc-là, sans donner les chiffres, sans dire qu'il est champion ou qu'elle est championne du monde, mais dire, ouais, ça, c'est pas mal. Voilà. J'espère que ça t'aide ça commence à répondre à ta question. Tiens, il y a Xavier Berge qui te félicite pour l'idée du château de sable. Oui, il y a aussi quelqu'un qui me dit que vu le temps d'aujourd'hui avec la neige dans notre région, c'est peut-être pas hyper adapté. Non, mais c'est vrai, mais bon,
on n'est pas obligé de, de sortir tout de suite le faire, hein. On peut se préparer. Et puis, il y a aussi la question de, ça va être un peu divergent, c'est-à-dire tout le monde va faire des trucs différents. Oui, un igloo, c'est sympa aussi, c'est vrai, ça peut marcher, mais c'est peut-être moins facile d'avoir autant de créativité sur l'igloo que dans le château. Enfin, je ne sais pas, à voir. Ben, oui, justement, c'est le principe de la convergence et de la divergence. Il faut bien voir que la culture, c'est la multiplicité des points de vue, mais qui convergent vers quelque chose. Donc, quand on dit aux gens, enfin, quand j'utilise cette image du château de sable, c'est pour bien montrer qu'on parle tous de la même chose, mais tous de façon différente. Et donc, et là, certainement, c'est aussi un peu d'acculturation des managers, accepter que les gens disent des choses différentes pour finalement dire la même chose. Donc, c'est assez intéressant quand même. Patrice, je te remercie. On arrive à la fin, donc j'aime bien demander le mot de la fin. Est-ce que pour toi, c'est le mot de la fin ou est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin, le truc que tu as retenu, le truc qui te… Voilà, la synthèse de cet échange qu'on a eu ce matin. Qu'est-ce qui reste dans ton petit Moi, j'ai cœur? retenu qu'il y avait quand même encore pas mal de craintes chez les gens qui nous ont écoutés et regardés aujourd'hui, et que il me semble essentiel de travailler avec vos collaborateurs sur l'idée de se débloquer un peu, d'oser faire des choses parce qu'on est tous différents et que c'est normal d'être différent. Enfin, je veux dire, c'est juste l'humanité, hein. Et que notre humanité, elle est dans notre capacité à être différent et pourtant à nous rassembler dans la culture. Et c'est ça le lien pour moi entre marque employeur et social selling. Merci à toi. Marie-Alix, est-ce que tu as un truc à nous partager, un mot de la fin, un truc qui t'a retenu un petit peu? Moi, je pense que si on lance un programme d'ambassadeurs, il faut vraiment se dire que c'est sur la durée. Ça ne se fait pas en one shot. Il va y avoir des hauts et des bas, des échecs et on recommence. Et, euh, et surtout, un accompagnement pratiquement au quotidien. Nous, tous les vendredis, on envoie un mail à tous les ambassadeurs qui sont inscrits sur Chéri et on leur dit, voilà les posts qu'on a postés cette semaine. Donc, on les interpelle et on leur donne un petit truc LinkedIn, une petite nouvelle, voilà, une petite news, quelque chose qui peut lire, enfin, les intéresser et se dire que leur donner de l'appétence. Voilà. Super. Ça, donc, toi aussi, tu fais ça le vendredi. J'ai remarqué Oui, que… mais c'est sur tes conseils. Ah, bon, mince. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils aiment ça? Ouais. Ouais, ok. Ouais. Parce que j'ai remarqué ça chez pas mal de clients, que le vendredi, c'était le bon moment pour se faire des bisous, pour dire on a passé une bonne semaine, pour dire on vous aime et faire vibrer les petits cœurs. Voilà. Merci Marie-Alix. T'en prie, merci à toi. Mathieu, qu'est-ce que ce serait pour toi l'idée? Le mot de la fin, ben, en Ouais. fait, le mot de la fin, c'est, je vais reprendre des éléments forcément d'avant, les étapes, ça, la pratique, penser sur la durée, mais encore une fois, on peut aussi y arriver rapidement, mais ça dépend de chacun. S'adapter à chacun, ça c'est important. Être dans une écoute, ça c'est très important. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut savoir le dire, être dans une écoute là-dessus et travailler l'équipe. Et tu vois, tout ça, ça m'a donné envie. Parce qu'en fait, quand on parlait de cadeaux, je t'avais mis livre blanc. Alors, je vais faire un… Oui, monsieur, je vais faire un deuxième cadeau. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est un deuxième cadeau. En fait, nous, on propose des masterclass gratuites pour les équipes qui permettent d'expliquer à l'équipe. On le fait, il y a 30. Alors, on a un minimum de personnes, vous le verrez, de 5 à 10 personnes. Mais ça nous est arrivé de faire 20 dédié à la boîte pour mettre ses premières graines. Parce que de toute façon, on sait que derrière, elle va pousser cette graine. Donc nous, ce temps passé, ce n'est qu'un temps qui nous peut être que intéressant pour nous. Donc je vais vous le mettre dans le chat. Et c'est le deuxième cadeau de la soirée. Oui, monsieur. Je bien une bonimenteur. Je serai un bon bonimenteur. Je vais envoyer un mailing après le webinaire pour que les gens aient tout ça. Il y en a quelques-uns qui sont venus au début, qui sont partis, etc. Donc, ça va permettre que tout le monde ait ses cadeaux. Merci Mathieu, c'est cool. Pour y avoir un petit peu participé, je sais à quel point c'est sympa de faire ces genres d'ateliers. Et du coup, je me mets à penser à Marie-Alix.
Imagine qu'elle aurait eu ça avant de lancer son programme ambassadeur. Ouais. Ça aurait pu être vachement utile. Je pense là maintenant. Bon, ok. Bon, moi, je vais vous dire, du coup, mon feedback, c'est que mon petit cœur a vibré. Je suis très heureux avec ça. J'ai retenu 3 mots-clés ici. On ne les voit pas? Non, c'est pas grave. Non. Et le cocktail de Mathieu, je vais m'en servir. Je vais faire probablement un petit article là-dessus. C'était vraiment une métaphore que j'ai bien appréciée, qu'elle porte tous les trucs. Le château de sable de Patrice, merci, je t'aime. Et Marie-Alix, ta détermination, franchement, tu es impressionnante et j'ai bien envie, si c'est OK pour toi, qu'on se fasse une petite interview, témoignage sur ce côté. Ah, il est fort cet Alexandre. Comment il parcours, arrive à voilà. prendre Avec des interviews plaisir, comme Alexandre, Mais toujours. oui, je sais que ça va être un plaisir. Ça va être un plaisir. Donc, du coup, je vous remercie toutes et tous. Je vais couper Merci. l'enregistrement. Ciao, ciao. Bye, bye. Salut, à bientôt.